plaît un petit peu plus quand je me retrouve dans cette situation-là. Un peu plus marrant. Mais il ne faut pas que ça dégénère et qu'on se retrouve dans cette situation-là. Et dans ce cas-là, c'est ce qui arrive malheureusement dans beaucoup de régions du monde. Il y a ce type de phénomène et ce type d'inondation. Et paradoxalement, alors qu'on a de plus en plus d'épisodes violents et de plus en plus de pluies qui peuvent se produire, on a également, avec le changement climatique, des situations dans lesquelles on se retrouve plutôt comme ça. Et des situations avec lesquelles on se retrouve avec un problème de gestion de la ressource en eau, un problème d'alerte, un problème de compréhension de comment est-ce que cette dynamique des précipitations se déroule. À ce jour, pour mesurer et pour prévoir la pluie, c'est essentiellement du luxe. Ici, sur la map monde que j'ai mis, chaque point jaune représente un radar météorologique qui est la technologie qui est utilisée actuellement pour mesurer la pluie. Et dans 80% des pays du monde, il n'y a pas eu d'investissement pour se payer ce type d'infrastructure. Ce type d'infrastructure, ça ressemble à ça. C'est un bâtiment avec un radeau, et on a Météo France qu'on a payé 31 en France métropolitaine, et ça ne suffit même pas à couvrir complètement le territoire. Sur cette carte, on voit la qualité de la quantité de pluie qui est restituée par ce réseau. Et à chaque fois qu'on a du orange ou du rouge, et quelquefois dans des zones qui sont importantes d'avoir ce suivi, ben c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'un radar météo va être un point fixe, il va être bloqué par des bâtiments, des antennes ou du relief. Et donc il ne va pas être capable de voir ça partout. Et en plus, ça va coûter entre 3 et 5 millions d'euros par instrument. Je vous laisse faire le calcul, il y en a 31 en France. Alors ce qu'on a développé nous, chez HD Rain, c'est une technologie qui permet de faire de la mesure de pluie à haute résolution, tous les 500 mètres et toutes les minutes, des prévisions 1 à 2 heures d'échéance à l'avance, avec des coûts d'infrastructure limités. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On a développé un objet connecté qui vient se brancher derrière les paraboles de réception satellite télé. Et on utilise de façon opportuniste des ondes qui se propagent déjà dans l'atmosphère, et on pointe nos paraboles vers des satellites, et au lieu de recevoir la télévision, on étudie avec 2 couches algorithmiques et notre réseau de capteurs la perturbation atmosphérique sur le signal émis par les satellites. Et on est capable de restituer, après un passage dans un réseau de neurones et dans un algorithme de machine learning, une carte avec une précision de 500 mètres et d'1 minute, des prévisions jusqu'à 2 heures en avance et un cumul de pluie. On a intégré le dispositif Smart City Toulouse en 2019, ce qui nous a permis de déployer un premier réseau. Et là, l'enjeu, c'est d'avoir une couverture du territoire suffisante pour avoir suffisamment de capteurs et voir des épisodes comme celui qui est en train de défiler, qui est un épisode de pluie, un des premiers orages de la saison le 6 mars. Ça fait tôt pour un épisode d'orage. Et on peut voir ici, avec la station qui est entourée, ce qu'on mesure actuellement. Donc on a un signal brut, on mesure l'atténuation par rapport à un niveau de référence, ça nous permet d'avoir une pluviométrie, un cumul de pluie par station, et l'ensemble des capteurs nous donne une information spatialisée. Ensuite, on fait le cumul, et là ça va intéresser plein de monde. On fait un comparatif avec des pluviomètres, notamment du réseau de Météo France. Bon, et je ne veux pas être méchant, mais il semble qu'on est plutôt bon, voire peut-être un peu meilleur, notamment au-dessus des villes. Donc, on a également déployé 3 autres systèmes. Donc, un au Brésil, dans la ville de Manaus, qui a été financé par l'Institut de recherche et développement. Il a été déployé en octobre de l'année dernière pour suivre la saison des pluies. Et ça intéresse l'université, 2 universités locales et le centre de gestion des risques naturels. Le but, c'était de mieux comprendre non seulement la dynamique des précipitations dans cette zone du monde, mais aussi pour nous de faire la R&D pour être capable d'aller apporter cette technologie dans une zone où on a en fait un climat équatorial et tropical. Donc à chaque nouveau climat, on va pouvoir être en capacité d'entraîner notre réseau de neurones et de tirer une information claire, précise et avec beaucoup de précision sur les pluies. Et donc le deuxième système en France qu'on a déployé, c'est dans la station de ski de Péragude. Et là, c'était pour tester notre capacité à mesurer dans la neige et dans la grêle pour cet été. Notre positionnement concurrentiel, il est assez clair.
on est dans le carré où on a un très bon ratio entre résolution spatiale et temporelle et coût, comparé à soit des pluviomètres et des stations météo connectées qui vont être très ponctuelles et donner une information ultra locale, ou des radars météorologiques dont j'ai déjà parlé, et où là on a plusieurs industriels qui vont installer ces réseaux, mais avec des coûts qui sont assez importants et des résolutions qui ne sont pas celles qu'on peut obtenir. Il y a déjà 2 autres startups qui sont sur le marché avec des technologies qui sont différentes. Nous, notre avantage, c'est qu'on va maîtriser, contrairement aux autres, la totalité de chaînes d'acquisition des données. Et notre deuxième couche algorithmique, elle nous permet d'agréger également d'autres données, d'autres types de données. Donc si on résume, parce que j'en vois qui sont un peu perdus, on a une techno qui est 100% tech avec intelligence artificielle et machine learning. On est 100 fois moins cher en coût d'investissement en infrastructure. On est 10 fois plus précis, je sais que mon CTO va faire un peu la moue, mais je pense qu'on peut être 10 fois plus précis très rapidement. On a 100% de couverture à partir du moment où on met un réseau suffisamment dense. Et donc là, on va parler d'une densité de 15 à 20 capteurs par 1000 km². Et on a 100% de maîtrise de la chaîne d'acquisition. Et donc du coup, nos perspectives, c'est un besoin en micrométéorologie qui arrive pour énormément de secteurs d'activité. On a des transports, de la smart city, de la smart farming pour nourrir une planète avec 9 milliards d'individus, de la production d'énergie, de l'assurance avec du risque d'inondation dont on a entendu parler juste avant, des événements et tout ce qui va être autour du bâtiment. Et ça, ce marché, c'est un marché qu'on a estimé, nous, en service de monitoring et prévision des précipitations et de la météo, à 15 milliards, notamment en se concentrant sur du smart farming avec de l'irrigation, de la gestion des intrants, de l'amélioration des process pour rendre une agriculture plus intelligente et surtout plus rentable et plus durable. Également du smart city avec de la gestion de la ressource en eau auprès d'acteurs comme Suez, Veolia ou SOR, et des risques qui vont être plutôt un trait d'union entre ces deux secteurs, que ce soit une assurance qui va assurer des récoltes ou qui va assurer des collectivités, des entreprises, des personnes. En termes de nouvelles mobilités, on arrive dans un monde où on va avoir besoin de faire une météo non plus à l'échelle d'un pays, et je ne vais pas remplacer un acteur national de météo qui va être là pour faire de la protection des personnes et des biens, mais on va avoir un besoin sur de la micro-météo, sur quelque chose pour lequel on va pouvoir être capable, sur une zone donnée, de dire à un drone qui va être en capacité de voler, qui ne va pas rencontrer de précipitation sur son trajet, d'aller adresser un marché sur lequel un chantier va pouvoir s'interrompre à la bonne minute, et pas avant, pas après, en faisant gagner de l'argent, et également du transport, qui est un des domaines les plus météo-sensibles. Et donc là, pour ça, on a un enjeu de couverture des territoires, et on a un enjeu de disposer des capteurs. C'est pas pour rien qu'on vient aujourd'hui devant Huawei, qui quand même déploie du réseau. Notre modèle économique, il est simple. On se voit comme un opérateur de data météo de qualité, avec un setup, puis des abonnements à des services, à des données, avec des tarifications qui vont dépendre des secteurs d'activité, et on s'est calé avec ce qui se faisait déjà en France, notamment dans le domaine de l'agriculture, avec des abonnements qui vont de 1 à 3 euros par hectare et par an, ou avec des contrats qui sont déjà établis quand il y a un radar météorologique, notamment ceux de Météo France, qui permettent d'avoir ce monitoring. Notre équipe, donc on est 5 personnes, 3 cofondateurs, Douminda qui est ingénieur électronicien qui a 17 ans d'expérience à la DGAC, notamment sur du passage de POC hardware à une version industrielle. François qui est CTO, qui est ingénieur central et docteur en météo, et qui était chez Météo France pendant 2 ans dans l'équipe mathématiques appliquées à la prévision météo. Et moi-même, donc, qui suis CEO et cofondateur, ingénieur et docteur météo. Et j'étais chez Météo France dans le centre de météorologie radar. Je connais bien les avantages et les défauts de la techno que je viens un peu concurrencer. On a Laura qui est notre premier recrutement, qui est business developer, qui est plus là pour nous apporter ses connaissances en commerce, en droit et puis en management. Et Jordan qui vient de rejoindre l'équipe en data scientist et qui est ingénieur. On s'est entouré de partenaires scientifiques et techniques.
Et on s'est entouré aussi en incubation et en accélération. Et on a notamment au board de la société Michel Assouline, qui est directeur innovation et partenariat chez Météo France. Voilà, donc pour la suite, on a un pipe qui est assez rempli et sur lesquels on est en train d'envoyer des devis et faire plusieurs négociations pour aller couvrir d'autres types de territoires, notamment en France. On a vocation également à aller à l'international. Et je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions.